Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la recrudescence de nouveaux cas positifs et de décès dus à la COVID-19 au Niger. L'actualité, c'est aussi ce symposium des chefs traditionnels du Niger autour de la transition démographique. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la journée africaine de la sécurité routière célébrée dimanche 21 novembre 2021 au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Ousmane Sidikou, journaliste indépendant. Ousmane Sidikou, bonsoir. Mokhtar, bonsoir. Abba Arimi, journaliste à la radio alternative. Abba Arimi, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Et Memoune Diado, journaliste indépendante également. Memoune Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 26 novembre 2021 par la maladie du coronavirus. Au Niger, ces dernières semaines, l'on assiste à une relative recrudescence de nouveaux cas positifs et de décès dus à la COVID-19. Selon le directeur de la surveillance et de la riposte aux épidémies, du ministère de la Santé publique, Dr Ibrahim Tassiou, on peut estimer qu'il s'agit du début d'une nouvelle vague de la pandémie. Abakari Arimi, à la date du 23 novembre 2021, il y a eu 6851 cas de contamination et 246 décès liés au coronavirus recensés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Il y a eu aussi le lancement lundi à Niamey de la semaine africaine de la vaccination par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Abkari Arimi, quel commentaire vous inspire ces chiffres 6851 cas de contamination et 246 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie? Merci. Je comprends que c'est lié à l'environnement international, notamment les pays européens et les médias, les grands médias qui ne cessent de ressasser, de nous montrer ces cas de Covid, n'est-ce pas, surtout au premier moment de cette pandémie. Je comprends très bien ça. Mais vraiment, sincèrement, en ce que je pense, il faut faire la part des choses. La part des choses, il faut, c'est-à-dire donner à chaque chose sa place. Nous sommes dans des pays, parler des pays africains, où les enfants meurent au quotidien de paludisme. Et de quelle maladie encore je vais parler, on en a tellement et qui nous tue beaucoup plus. Méningite par exemple, la rougeole par exemple, toutes ces maladies infantiles. Oui, tout ça, même le rhume ordinaire, à mon avis, sincèrement, un seul être humain qui meurt, c'est déjà très grave. Mais le rhume ordinaire, c'est-à-dire la pneumonie et autres, tue beaucoup plus que cette maladie. L'effort qui est déployé, n'est-ce pas, pour faire exister cette maladie-là chez nous, vraiment, il faut mettre le même effort pour lutter, n'est-ce pas, contre le paludisme. Et même le sida, aujourd'hui encore, tue certainement beaucoup plus que cette maladie-là chez nous encore. Et donc, moi, j'aime bien vraiment que notre ministère de la Santé soit à la mode, comme ça se fait dans tous les pays, c'est-à-dire comme ça se fait en Europe, à l'instar des autres pays.
Mais vraiment, il faut pouvoir faire la part des choses. En venant tout de suite, j'ai lu la déclaration du SUSAS parce que le ministère a exigé désormais de tous les travailleurs du secteur de la santé, même mais des élèves et étudiants du secteur, pour avoir leur position de stage, pour accéder à leur lieu de stage, désormais, ils sont obligés de montrer la carte de vaccination avec le cachet contre la Covid. Mais sincèrement, est-ce que ça vaut le coup? N'est-ce pas? On doit remercier le bon Dieu de nous avoir préservés. Parce que ce qui a tué un demi-million aux États-Unis, plus de 300 000 en France, en Italie et tout, n'est-ce pas? Si cette maladie-là pouvait prospérer, c'est certainement allait nous exterminer. Ce n'est pas le cas. Dieu merci, occupons-nous vraiment de vrais problèmes de santé. Maintenant, on peut demander aux gens d'observer par exemple la distanciation, les gestes barrières. Oui, selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé, au dernier Conseil des ministres, un peu plus de 500 000 Nigériens se sont fait vacciner. Comment expliquer cette réticence des Nigériens à se faire vacciner? Mais les gens n'ont pas confiance. Les gens, personne ne, en fait, la majorité des gens ne croient pas. Et les gens sont libres. En matière de vaccination, de prévention de maladies, personne ne peut être obligé à faire. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on demande aux gens d'aller faire. Ils ne veulent pas. Mais s'il y avait un vaccin contre le paludisme, n'est-ce pas, et qui a été fait dans les règles de l'art, testé, homologué dans les règles de l'art, on va voir. On fait combien de vaccinations de notre naissance à aujourd'hui? On a fait au moins une bonne dizaine. N'est-ce pas? Et les gens ont toujours fait le rang. Oui. Pour ceux qui peuvent, même tu achètes le flacon, tu amènes chez toi, tu fais vacciner tes enfants, après tu donnes aux voisins pour que ça ne se gâte pas. N'est-ce pas? Mais voilà un vaccin, on dit que ça ne marche pas, et les gens ne veulent pas. Et pourquoi? Même en Europe, là où on dit que ça a été découvert et tout, les gens n'en veulent pas. N'est-ce pas? Et les gens marchent même contre ça. Et donc, il faut vraiment sensibiliser, démontrer aux gens que c'est un bon vaccin au fur et à mesure. Mais sinon, un vaccin, tu fais la même année, une fois, deux fois, on est à 3e rappel pour les plus de 65 ans. Bon, les gens ont raison aussi de douter. Ousmane Sidikou, la réponse de nombreux pays fut de fermer certains établissements tels que les écoles, les lieux de travail et les frontières internationales afin de limiter la propagation du virus. Quelles mesures doivent être renforcées pour maintenir le nombre de cas à un faible niveau? Merci Mokhtar. Je joindrai ma voix à celle de Arimi. Vraiment, il faut contextualiser les choses. Vu le branle-bas que ça a suscité dans d'autres pays, ce n'est nullement pas le cas ici chez nous. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes à un stade où les gens veulent mettre beaucoup plus l'accent sur le nombre de cas. Il y a une certaine exaspération du nombre de cas, tout comme les décès liés à cette pandémie-là. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été fait ne serait-ce que pour rappeler le respect de ces mesures barrières. J'ai comme l'impression qu'on occulte ou bien on fait fi de ces mesures barrières tout en se focalisant sur le nombre de cas enregistrés, le nombre de décès. Bon, pour des décès qui leur sont propres, d'accord. Mais Arimi l'a dit, il y a beaucoup plus. C'est vrai, les maladies se valent et chaque vie perdue, vraiment, c'est aussi grave. C'est aussi grave. Mais il y a beaucoup plus de maladies et sur lesquelles vraiment l'accent doit être mis. Parlons du vaccin. Aujourd'hui, Alim l'a dit, on est à 3e. C'est-à-dire, les gens ont du mal, jusqu'à preuve de contraire, à accepter. C'est-à-dire, il y a certains qui n'y croient même pas à l'existence de cette maladie. Oui, mais aujourd'hui, comment amener ces Nigériens à croire que la maladie est réelle et elle existe? Nous sommes aujourd'hui dans un temps, par exemple, bientôt c'est la saison froide. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que, à la moindre pécadille, quand on va penser que vous êtes arrumé, vous partez, qu'on vous catalogue comme quoi vous êtes atteint de la Covid. Vraiment, il faut qu'on fasse la part des choses. Non seulement, au lieu de faire tout ce boucan-là sur le nombre de cas, sur les il faut s'apaisantir, c'est-à-dire ne serait-ce que sur le respect des gestes barrières. À un moment donné,
conviendrez avec moi qu'il y a eu un relâchement de ces mesures barrières-là. Oui, c'était dû à quoi? C'est parce que c'est psychologique, les gens n'y croient pas. Aujourd'hui, le fait même d'exiger à des élèves pour aller à leur lieu de ça, de se faire vacciner. Bon sang, c'est une approche, moi je me dis que c'est l'approche même qui est biaisée dès au départ. Aujourd'hui, il aurait fallu aller dans les écoles, puisqu'on parle de contact. Pourquoi ne pas aller à travers des caravanes ou bien aller dans des endroits publics, dans les écoles, sensibiliser? C'est là où je dis qu'il faut vraiment insister. Vous pensez que le ministère ne fait pas assez? Bon, comme disent les habitants d'un pays, c'est bon, mais ce n'est pas encore arrivé. Il faut revoir la copie. C'est l'approche qu'il faille revoir. Franchement, il faut revoir. On ne dit pas des séances de sensibilisation. Des approches, Mokhtar. Aujourd'hui, je suis convoqué, pas même dans certaines contrées. Dans la capitale, il y a des gens qui n'y croient pas. La preuve, vous avez vu le nombre de trucs de vaccins, tel vaccin, pour la même maladie. Bon sang, il faudrait vraiment revoir l'approche, vraiment pour fédérer les vues, amener les populations à un changement de comportement pour que effectivement ils arrivent à y croire à cette maladie. Donc maintenant, si pour des dessins qui leur sont propres, ils veulent en faire un truc de marketing, ça ne va pas marcher. Arim l'a si bien dit, il y a en ce moment, c'est-à-dire il y a tellement de maladies, et surtout en cette période-là, qui méritent d'être vraiment prises au sérieux et se voir des moyens, se donner les moyens pour investir en termes de prévention. Donc vraiment, c'est tout un travail qui beaucoup reste à faire. Et les autorités en charge sont interpellées. Mamouna Diado, le Niger, à l'instar de plusieurs pays de la sous-région, est confronté aux défis liés au déni de la maladie, Ousmane l'a dit, Abba l'a rappelé. Ceci se traduit par un relâchement dans l'application des mesures barrières recommandées pour la prévention de la COVID-19. Comment amener les Nigériens à mieux respecter ces mesures barrières-là? Mais ils l'ont dit, ceux qui m'ont précédé, c'est la sensibilisation. Donc, un ministère, en fait, moi je me dis que j'ai toujours dit, quand vous voulez que les choses marchent, il faut aller faire avec la communication. La communication d'approche. Ça veut dire qu'il faut mettre les journalistes au parfum, laisser les journalistes travailler, laisser aller sur le terrain ces journalistes, laisser vous aider pour aller vers la sensibilisation. Mais aujourd'hui, je l'ai toujours dit sur ce plateau, qu'il y a bon nombre de Nigériens... Selon vous, c'est le message qui ne passe pas? Le message ne passe pas. Le message ne passe pas parce que, comme ils l'ont dit, il y a 3 différents vaccins pour une seule maladie. Donc, où est le choix? Est-ce que tu vas prendre le choix de faire la vaccination de Johnson & Johnson ou bien Sinopharm ou bien AstraZeneca? Parce qu'avec tout ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, de bouche à oreille, qu'il y a ces vaccins, c'est des vaccins à conséquences. Mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, ou Aremi, par exemple, va aller se faire vacciner Johnson & Johnson alors que ce n'est pas le produit Johnson & Johnson? Quelle est la composition même du produit? C'est ça le problème. Est-ce que c'est à cause de cela que les Nigériens traînent les pas? Les Nigériens traînent les pas parce que les Nigériens n'ont pas cru depuis le début à cette maladie. Mais pourtant, c'était réel. Mais c'est toi qui le dis que c'est réel. Mais est-ce qu'eux, ils savent que c'est réel? Ils ne savent pas que c'est réel parce qu'ils ont des doutes depuis le début. Ils disent que ça a été instrumentalisé. C'est une maladie qui a été déportée vers le Niger, vers l'Afrique, pour nous faire peur. C'est tout, parce qu'eux, ils pensent que, en fait, le rhume que nous sommes en train de vivre, c'est plus dur que le rhume aujourd'hui qu'on parle de Covid-19. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, Mokhtar, on sort, on fait des tours, on dit allez-y vous faire vacciner. 2 jours après, 3 jours après, on dit il y a une donation de vaccins Johnson & Johnson qui vient d'où? De quel pays? Est-ce que ces gens-là qui nous emmènent le Johnson & Johnson, est-ce qu'eux, ils sont en train de faire ces vaccinations? Mais c'est ça aussi, les Nigériens ont des doutes et ils ont... moi, je suis d'accord avec eux. Parce que quand tu vois la maison de l'autre brûler, mais toi aussi, il faut que tu t'attendes à t'éloigner de là-bas pour que tu ne brûles pas. Parce que les vaccins, comme je l'ai dit, sur les réseaux sociaux, on entend ce qui se passe. Dehors, de bouche à oreille, dans les fadas et autres là, celui qui a pris la peine de se faire vacciner, Johnson & Johnson, il a du mal aujourd'hui à respirer, du mal à faire ceci. Mais il va le dire. Et est-ce que toi, ça va t'inciter à aller te faire vacciner? Non.
Et moi, je me dis, la pire des choses, au Niger, là, il ne faut pas dramatiser les choses. Comme ils l'ont dit, il y a plusieurs maladies qui ont besoin de vaccins depuis des années. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé les vaccins là. Et ça continue encore à tuer Vous faites allusion les enfants. au paludisme. Le paludisme est là, la rougeole, la varicelle même en train de tuer. C'est pagaille et demi. Mais moi, je me dis aujourd'hui, également pour un pays où il y a la majorité de nos populations ne peuvent pas aujourd'hui subvenir à leurs besoins alimentaires. Alimentaire même. Est-ce qu'aujourd'hui, ces populations vont penser que le coronavirus, Covid-19 existe? Ousmane Sidibé, rapidement. Moi, je reviens sur les cas de décès là. Vraiment, il faudrait que les gens, comme dirait l'autre, se respectent dans ce pays-là. Parce que sur quelle base, sur quoi se base-t-il pour dire que c'est des décès liés? Moi, j'en ai connu des décès qui n'ont rien à voir avec la maladie de la Covid-18. Ils ont été enregistrés comme vos... S'il vous plaît. Mais 246 décès, c'est quand même... c'est pas quand même... moi, je dis, jusqu'à preuve de contraire, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Vu ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu et dont nous avons été témoins auditifs et oculaires. Des cas de décès mis au compte de la Covid alors qu'il n'en était rien de Covid. Passons au second sujet de ce forum de la presse. Lundi 22 novembre, s'est ouvert à Niamey pour 48 heures d'un symposium des chefs traditionnels du Niger autour de la transition démographique. Il vise entre autres la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école. Une question autour de laquelle les chefs coutumiers ont adhéré. Le chef du canton de Kantié, région de Zender, l'honorable Tuntouma Abdelkader Amadou Issaka, dans son discours, a rappelé les parents à plus de responsabilités dans la scolarisation de leurs enfants, notamment les jeunes filles. Maimouna Diado, au Niger, 77% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, selon des statistiques de l'UNICEF. Le président nigérien Mohamed Bazoum a profité du symposium pour mettre les chefs traditionnels devant leurs responsabilités. Pensez-vous que l'État a un rôle éminemment important à jouer dans ce domaine? Oui, mais bien sûr que l'État a un rôle à jouer dans ce domaine. C'est la préservation donc, de la jeune fille, les droits de la jeune fille, de mettre fin donc, au mariage précoce, comme il l'a dit. Je suis entièrement, je suis d'accord, pas entièrement d'accord, mais je suis d'accord avec cette initiative de l'État à réunir dans un forum les chefs traditionnels pour leur dire, bon, écoutez, vous êtes les porte-parole de la population. À vous maintenant de relayer le message que je vais vous donner. Donc, j'ai écouté déjà les engagements qui ont été pris par ces chefs, ces notables, où il n'y aura pas de mariage. Ils s'engagent à ne pas marier la jeune fille à l'âge de 18 ans. Avant l'âge de 18 ans, ils s'engagent à laisser la jeune fille aller à l'école jusqu'à la fin donc, de ses 18 ans. Voilà. Et ils s'engagent également. Donc, ils s'engagent dans beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi? C'est juste pour réduire la natalité. Parce que aux yeux donc, de nos partenaires techniques et financiers, on pense que le Niger aujourd'hui a un fort taux de natalité. Donc comment est-ce qu'il faut les faire? Il faut faire réduire parce qu'ils ont cherché à parler terre à terre pour dire il y a trop d'enfants, essayer de diminuer. Les marabouts ils se sont heurtés aux marabouts qui refusaient à un moment donné d'appliquer ce système. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir la jeune fille à l'école et cesser les mariages précoces pour pouvoir diminuer dans la natalité de la population. Ok, mais quand vous dites qu'il ne faut pas marier la jeune fille avant 18 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État a pris les précautions pour éviter à cette jeune fille de se retrouver dans la rue, ne serait-ce que la nuit et la journée, et de tomber en grossesse? Parce que nous les voyons.
Nous voyons ces jeunes filles. Mais est-ce que vous pensez que l'État peut faire quelque chose à ce niveau? L'État peut faire quelque chose. À travers l'adoption des textes contraignants, par exemple? Mais l'État peut faire beaucoup de choses, parce que l'État, c'est quand même l'État. Et c'est lui qui a le dernier mot, je pense bien. Alors, c'est quoi? Si vous voulez maintenir ces jeunes filles à l'école, évitez de les envoyer aussi dans la rue. Parce qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui, quand vous regardez même ici à Niamey, il faut aller visiter dans certains collèges, certains lycées. Il y a des filles qui n'ont pas atteint encore le lycée ni le collège en classe de 6e, qui sont déjà dans la rue, qui ont été renvoyées de l'école. Mais si ces jeunes filles qui ont été renvoyées de l'école ont moins de 18 ans, eh bien, ça veut dire que où est-ce qu'elles vont se retrouver? Dans la rue. Alors qu'il y a la possibilité à l'État de créer les conditions pour les insérer. La réinsertion, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut regarder aussi l'état de nos villages, l'état de la population. La population qu'on a aujourd'hui, c'est une population jeune. Mais comment est-ce que l'État peut contrôler cette jeunesse? C'est ça, avec tout ce que nous voyons, la dépravation des mœurs. Comment est-ce que l'État peut contrôler ça? Il faut se poser la question. Parce que quand vous demandez à des chefs traditionnels d'éviter le mariage, eux-mêmes d'éviter de prendre des femmes à moins de 18 ans, et d'éviter donc à ces jeunes filles de se marier à 18 ans, moins de 18 ans. Mais vous mettez en cause également la situation de la jeune fille dans ces villages. Il faut trouver une solution très rapidement qui va avec les principes que vous voulez prendre pour la jeune fille. Ousmane Sidikou, le phénomène du mariage des enfants est une réalité. À l'origine de nombreux cas d'abandon scolaire des jeunes filles, de naissances rapprochées et de nombreux impacts sanitaires comme les fistules obstétricales. Quelle analyse ou commentaire vous suscite ce phénomène? Vous savez, Mokhtar, ce symposium, moi, j'ai un profond respect pour nos leaders religieux ou coutumiers qui sont dépositaires de beaucoup de nos valeurs et principes. Mais j'imagine leur position inconfortable, comme dirait l'autre, soit entre le marteau et l'enclume. D'une part, les partenaires techniques et financiers, de l'autre part, l'État. Moi, j'imagine un leader coutumier, son comportement dans sa communauté, pour dire à un marabout qui aimerait quand même sceller le mariage, ou bien un parent qui aimerait sceller le mariage de son enfant, et qu'est-ce qu'il va arguer comme argument massu pour le dissuader. C'est pour vous dire que, franchement, moi je pense que c'est des cas dont il faut tenir compte, mais qui sont loin, beaucoup loin de coller à nos réalités, à nos spécificités, à nos coutumes, à nos us. Donc, mais honnêtement, ces leaders coutumiers, c'est quand même, ils sont dépositaires des us et coutumes de nos traditions. Pour beaucoup et pour certains, aujourd'hui, il y a une rupture pour certains avec eux et leur communauté. Dans certains milieux. Dans certains milieux. L'un dans l'autre, moi je pense que franchement, c'est vrai, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Mais aujourd'hui, entre un père de famille qui aimerait voir ou bien qui aimerait marier sa fille, hein, et qu'on lui dise non, au nom de je ne sais quoi, suite à des exigences de venues d'où, on dit non, elle n'a pas atteint l'âge de se marier et qu'on ne lui souhaite pas que son enfant, cette fille-là lui fasse un enfant au dehors. Hors mariage. Oui, s'il vous plaît. Comment faire pour que cette mission réussisse? C'est-à-dire, c'est ça je dis, il faut faire le distinguo entre les exigences de l'extérieur et vraiment nos réalités, et qui plus est même beaucoup de nos recommandations religieuses. Beaucoup de nos recommandations religieuses. Là où je dis, je plains beaucoup vraiment ces chefs-là. Ils sont dans une position embarrassante. Donc, honnêtement, par là, entre ce qu'aimeraient dicter les partenaires techniques et financiers et ceux qui vraiment, la réalité, vraiment, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on franchisse, le seuil. Honnêtement parlant, il faut qu'on s'en tienne à beaucoup de nos valeurs, à beaucoup de nos us. Mokhtar, aujourd'hui, ceux qui viennent nous balancer ces concepts-là,
quel qu'en soit l'âge, une fille peut dire à son papa, papa, tu manges, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous voyez une de nous ici, quelle qu'en soit l'éducation, quelle qu'en soit une fille tenir de pareils propos face à son père? Franchement, de grâce, qu'il trouve d'autres mécanismes pour carotter les sous des partenaires techniques et financiers, mais qu'il nous laisse vraiment ici avec des valeurs auxquelles nous tenons fermement et vraiment nous y tenons et nous allons y veiller comme la prunelle de nos yeux. C'est ce qui a caractérisé de tout le temps nos sociétés et ça a marché depuis des lustres. C'est pas maintenant qu'on va venir essayer de nous démontrer le contraire. Abakari Arimi, la question du mariage et surtout l'âge du mariage est une question très sensible au Niger. Ousmane Sédoukou vient de le rappeler. Les chefs traditionnels à eux seuls peuvent-ils relever ce défi? À mon avis, non. À mon avis, non. Oui, dans le monde rural, ils ont un certain poids, n'est-ce pas? Ils peuvent en tout cas, ils peuvent transmettre leur message. Mais eux-mêmes, ils sont issus de cette culture-là, n'est-ce pas? Qui fait que les filles se marient tôt, qui fait que les enfants commencent à naître très tôt. Une fille qui commence à avoir des enfants à 15 ans, à 14 ans, bon, à l'âge de 40 ans, elle aura peut-être 15 enfants. Tout est possible. Mais moi, je pense que le problème n'est pas bien posé. Ou alors, il n'est pas concret. Depuis 15 ans, 20 ans même, on nous ressasse que le Niger a le plus fort taux de natalité au niveau mondial. 3,9% ou quoi de croissance. Ça, c'est la croissance. Voilà, un truc comme ça. 7 enfants pour chaque femme, en moyenne. Alors, qu'on dise en quoi est-ce le problème? En quoi est-ce un problème? En quoi ça gêne? Oui. Et qui ça gêne? Si les concernés ne sont pas gênés par rapport à ça, ça veut dire que ce n'est pas un problème. Parce qu'aucun père, aucune mère n'est sorti. Tout le monde est content de faire son baptême et personne ne sort pour dire que j'ai trop d'enfants, je ne suis pas content ou je vais égorger un. Oui, mais quand on a beaucoup d'enfants, qu'il faille soigner, qu'il faille nourrir, qu'il faut éduquer. C'est pourquoi j'ai dit il y a une démarche qui n'a pas encore eu lieu. Comment impliquer la société, la population dans cette démarche? Jusque-là, oui, les experts disent qu'on a trop d'enfants, n'est-ce pas? C'est là la source de notre problème. On n'arrive pas à faire assez d'écoles pour tout le monde, c'est parce que nous avons beaucoup d'enfants. Si l'État ne peut pas s'engager, se déterminer à mettre suffisamment de ressources dans l'éducation de nos enfants, dans la santé de nos enfants, qu'il aille au moins vers la population, dire aux gens, écoutez, voilà le problème. Les convaincre que c'est un problème, parce que les gens ne sont pas convaincus que c'est un problème. C'est quand tu n'as pas d'enfant même que c'est un problème. Ça, c'est un. Chez nos partenaires, en Occident particulièrement, un jeune de 25 ans peut se décider à ne jamais avoir d'enfant. Chez nous, c'est ta propre mère qui va te tabasser si tu dis ça. Ta femme, si elle ne peut pas avoir d'enfant, elle risque d'avoir une coépouse ou de s'en aller. Parce que tous tes parents ne seront pas d'accord avec elle. Parce qu'on pense que c'est la femme qui ne donne pas l'enfant. Donc, ça reste précieux. Certains me diront qu'à une certaine époque, l'enfant, c'est une fortune parce que c'est l'enfant qui t'aide à cultiver ton champ, à amener le bois, à transporter la récolte à la maison. Aujourd'hui, oui, ce n'est plus le cas. Mais dans notre mentalité, on n'a pas encore sorti que nos enfants sont encore une richesse pour nous. Certains te diront que c'est la seule richesse d'ailleurs valable. Donc, pour convaincre cette population-là que d'abord, trop d'enfants, c'est dangereux, que ça t'appauvrit, ça t'empêche de faire de l'économie, que tu ne peux pas tous les envoyer à l'école. Encore que l'école, ce n'est pas sincèrement un problème pour une fin à soi pour beaucoup. Moi, je connais à Niamey des familles qui refusent d'envoyer encore leurs enfants à l'école. Ouais. Filles ou garçons. Je connais une famille de plus de 20 enfants où aucun n'est allé à l'école.
Eux, aujourd'hui, ils ont commencé à envoyer leur école. Maintenant, les petits-fils, ça ne dépend pas des parents, donc ils commencent à aller à l'école. Et ils s'en sortent bien. Donc, il faut d'abord convaincre cette population-là que avoir beaucoup d'enfants, c'est un problème. Mais si tu n'arrives pas à convaincre, dans un pays, j'ai discuté avec une expatriée, comme on dit, une amie française. Elle dit qu'elle arrive à comprendre une chose, que même la retraite des parents, elle a compris qu'ici, c'est les enfants qui assurent ça. Parce que tu as travaillé, entre guillemets, dans l'informel toute ta vie. Tant bien que mal, tu as pu faire face aux besoins de ta famille. Tes enfants, tu as pu les encadrer, ils ont grandi. Tu en as 10. Si c'est au village, chacun de ces enfants-là, leur femme ou elle-même, t'apporte à manger, jusqu'à ce que toi-même tu en donnes à la famille. Quand ta case tombe, ils sont là pour s'en occuper pendant tes vieux jours. Si tu n'as pas d'enfant, qui va s'en occuper? Donc, c'est une réalité qui est là. L'enfant reste et demeure quelque chose chez nous que vraiment nos experts rentrent davantage dans cette histoire pour déterminer c'est en quoi. Je sais que pour l'État, c'est un problème parce que nous avons un État qui n'arrive pas encore à mettre combien? 10% du budget dans l'éducation. Et même ça, ce qu'il met ne parvient pas à l'école. Ce qui fait que nous avons des enfants qui meurent dans des incendies, dans des histoires vraiment impensables au XXIe siècle. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas l'État qui est en déphasage avec sa population? Voilà, on me serve une courte pause. Enfin, le dernier sujet du forum de la presse de ce soir est relatif à la sécurité routière. Dimanche 21 novembre, c'était la journée africaine de la sécurité routière. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les accidents de la route au Niger sont préoccupants. Le pays occupe le 21e rang sur les 34 pays africains classés cette année. Le ministre des Transports, Almo Morou, a déclaré à Maradi, où la journée est célébrée cette année, que 80% de ces accidents sont d'origine humaine. Ousmane Sidoukou, au Niger, 80% des accidents sont d'origine humaine. Comment l'expliquer? Au regard de la recrudescence, il ne se passe un jour dans la capitale que vous ne soyez témoin au moins d'un accident. Les causes sont d'origine certes humaine, mais en même temps ces causes sont multiples et multiformes à mon avis. Il y a non seulement le téléphone au volant, c'est humain. C'est humain. Il y a le dépassement, il y a le croisement, il y a les stupéfiants, il y a l'alcool. Aujourd'hui, c'est chose grave à la devanture des établissements, à moins que le phénomène, peut-être les dispositions ont été prises. Je ne sais pas comment ils appellent ça, drift ou gift, comment ils s'appellent là, le fait c'est inadmissible. Au vu au su de la société, elles sont combien de familles endeuillées? Des enfants où on laisse les enfants au volant des véhicules en s'adonnant, en sémant la désordre. Je me dis que c'est grave et les responsabilités sont à partager. Les responsabilités sont à partager. J'ai souvenance, l'État a élaboré, je sais pas, il y avait même un document allant dans ce sens de 2017-2025, c'était au temps de Carillo, comme il était aux commandes. L'objectif de cette stratégie-là, c'est de réduire de 50% les accidents de ce. On en est où avec cette stratégie élaborée? Mieux, Mokhtar, c'est dire qu'il y a aussi l'état de route. C'est pour ça que je dis que les responsabilités sont à partager. Maintenant, vous pensez que les textes ne sont pas appliqués? Non, les textes ne sont pas appliqués. Il y en a eu combien de rencontres sur la sécurité routière au Niger? Il y a même eu, je ne sais pas ce qu'elle devient, une ANICER, Agence nigérienne pour la sécurité routière. Elle devient quoi cette agence-là? Les textes ne sont pas appliqués, mais il y en a eu tellement de rencontres, tellement de forats sur la sécurité. Mais comme d'habitude, les résolutions et tout ce qui en est ressorti sont restés dans les tiroirs. Je me dis qu'on peut y remédier, Oui, il faut que chacun joue sa partition. L'État,
en assurant les routes, ils sont pour beaucoup. La sensibilisation, je viens de parler aujourd'hui, vous ne serez pas surpris de voir des gens au volant, ils sont en train de téléphoner. Vous pensez être sur votre priorité, on vous dépasse d'une de ces manières, ou bien on vous coupe la priorité, comme on dit. Donc vraiment, c'est de mettre à contribution aussi bien les structures en charge pour que vraiment nous n'assistons pas, ou bien nous cessons d'assister ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire le nombre ou bien les cas effarants d'accidents qui ne font que s'aimer tristesse et désolation dans bon nombre de foyers. Maimouna Diado, selon le ministre des Transports Al-Moumarou, en 2020, 14 708 accidents ont occasionné 1405 morts, 3 625 blessés graves et 7 558 blessés légers au Niger. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Mais ce qui ne marche pas finalement, c'est dit qu'on l'a dit. C'est l'état des routes. Il y a l'état des routes de là. Parce que quand on remarque la majorité des accidents qui ont été enregistrés, c'est des accidents où c'est des passagers, c'est des véhicules qui tombent en tombeau ouvert avec des passagers sur les routes. Donc, il y a ce côté, il faut améliorer les routes. Il faut sensibiliser, comme il l'a dit Sidikou, et en sensibilisant la population. Parce qu'il y a certaines personnes qui prennent du plaisir à provoquer même les accidents. Comment ça? À provoquer les accidents, parce que en fait, tu as la priorité, c'est vrai, tu as la priorité, mais ça ne t'empêche pas quand même d'éviter de quelqu'un qui a coupé ta priorité. Toi, tu sais que tu as la priorité, mais tu peux au moins laisser tolérer cette personne passer. Mais on voit du tout, parce que c'est moi, j'ai la priorité. Celui-là s'est engagé. Donc, il me faut coûte que coûte lui montrer que j'ai la priorité. En cas d'accident, voilà. Vous n'avez pas la parole, Ousmane, si vous laissez-la s'exprimer. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est vraiment, il y a tout ça, la sensibilisation. Montrer que vraiment, une vie, la vie, elle est sacrée. Elle est sacrée, on doit préserver cette vie-là. Donc, il y a également aujourd'hui les voies que nous prenons, que nous empruntons. Il y a des voies qui ont été uniquement faites pour les piétons, qui ne sont pas respectées. Il y a des voies où aujourd'hui c'est les cyclistes et autres là qui doivent emprunter ça, mais ils ne sont pas respectés. Et aujourd'hui également, quand vous regardez... Selon vous, ce n'est pas respecté. Pourquoi ce n'est pas respecté? Mais c'est parce que c'est la naïveté. D'aucuns, c'est la naïveté, et d'aucuns refusent en fait ce que je viens de dire. Et le code de la route même n'est pas... ils s'en fichent complètement du code de la route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même les permis de conduire, là, comment est-ce qu'on arrive à avoir un permis de conduire aujourd'hui? Tout le monde sait. Il suffit de prendre la voiture de ton papa, la voiture de ta maman, tu sais conduire un peu, voilà. Et tu es à la maison, on te fait établir un permis de conduire sans que tu n'aies à dépenser, physiquement, mentalement, aller devant faire le concours ou bien parce que c'est un concours aussi à l'auto-école. On vient, on te donne ça parce que tu es le fils d'un tel, la fille d'un tel. Donc voilà, on a vu la majorité des accidents, c'est des jeunes qui provoquent les accidents. Mais dans ce cas, la faute à qui? C'est l'État. L'État qui a pu enregistrer le nombre de décès, le nombre d'accidents et doivent s'y mettre. Le ministère du Transport doit s'y mettre pour aller vers la sensibilisation de ces populations. Aller vers la sensibilisation de ces populations. Parce qu'on en a parlé ici. Il y a combien de bus qui tombent? Et il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de sensibilisation. Aujourd'hui, sensibiliser même ceux-là qui traînent en longueur de journée, combien de passagers doivent être sensibilisés à l'interne. Maimouna Diado, on a coutume de dire que l'accident n'est pas une fatalité. Nous pouvons et nous devons à jamais l'éviter. Comment faire passer ce message-là? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Passer le message-là. Il faut une sensibilisation. Une sensibilisation où? Dans les gares. Une sensibilisation même devant une caravane. On peut initier des caravanes qui vont sillonner de telle ruelle à telle ruelle, de telle route à telle route, pour pouvoir sensibiliser. Avant, je voyais les jeunes volontaires qui faisaient cette sensibilisation. Il faut également féliciter Yoro.
parce que Yoro avait créé une émission. C'est qui Yoro? Yoro de Bonferré. Le journaliste qui anime. Qui avait une émission où il animait sur Bonferré, qui sensibilisait. Moi, je me dis que si chacun de nous s'engageait à faire quelque chose pour pouvoir sensibiliser à notre manière, ça peut aller. Ça peut aller, mais il faut que l'État s'y mette. C'est très important. L'État doit s'y mettre pour mettre fin à ça. À travers des textes contraignants, par exemple? Oui, des textes contraignants, parce qu'on a des textes ici. Mais les textes, comme je l'ai dit, souffrent d'application. On le sait. Mais moi, j'ai sillonné, j'ai séjourné en Éthiopie. Pendant tout le temps où j'ai séjourné en Éthiopie, une semaine, je n'ai pas vu de police de la route. Les routiers, les polices, là, il n'y en a pas. C'est le feu tricolore, là, qui vous fait passer. Et on en a ici à Niamey assez? On en a ici assez à Niamey, mais j'étais surpris. Moi, quand j'étais parti là-bas, tout le monde suivait la direction normale. Il n'y a pas d'embouteillage. Mais ici, aujourd'hui, par manque de respect du code de la route, il faut aller vers 17h dans certains carrefours de Niamey. Pas possible de passer. Tu vas faire 1 heure de temps avant de passer pour aller chez toi. Abakari Arimi, le ministre des Transports a également expliqué que cette recrudescence du cas d'accident est relative au mauvais état du réseau routier, comme Ousmane l'a rappelé, et la vétusté du parc automobile et au non-respect des prescriptions du code de la route, notamment l'excès de vitesse par certains usagers. Comment y remédier à court terme? Je vais quand même commencer là où Sidiko avait fini. En fait, vous savez, cette histoire d'accident de la route, d'abord, ceux qui transportent, c'était Memouna qui en a parlé, les compagnies de transport qui transportent 70 en moyenne personnes, n'est-ce pas, de personnes par trajet, qui font des accidents en pagaille et demi, mais dont nous, les hommes des médias, de plus en plus sommes incapables d'en parler. Nous ne couvrons plus ça. Pourquoi? Nous ne dénonçons pas. Parce que c'est les principaux, entre autres, c'est parce que c'est les principaux bailleurs les principaux annonceurs des organes de presse. Ça, il faut pouvoir dépasser. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut pouvoir dépasser. Maintenant, pour revenir à ta question, sincèrement, quand dans ce pays, pour une fois, un ministère appelé ministère de la Culture et de la Renaissance culturelle, je me suis dit, enfin, voilà une solution qui va être trouvée à certains de nos problèmes. Parce qu'on a un problème de comportement. Mais, tout comme pendant la période des régimes d'exception, on veut toujours procéder par le matraquage, par les sanctions. On veut faire peur aux usagers. Non. Parce que dès que la peur passe, on retombe dans la vieille gadoue. C'est le cas aujourd'hui du port des casques. Et même la ceinture, les gens ont délaissé. Parce que tout simplement, on leur a dit, c'est 10 000 si on te prend. Bon, il faut que le policier me prenne pour que je paye les 10 000. Alors qu'il faut dire aux gens, c'est pour votre propre sécurité. Autrement dit, il est temps dans ce pays que l'État prenne en main la communication pour le changement de comportement. Ça a changé énormément de choses. Même ce problème de natalité dont on parle. Si on prend en Tanzanie, en Inde, au Mexique, c'est là-bas que vraiment le concept changement pour le comportement social de comportement, pour le changement social de comportement est né. Et les gens sont parvenus à des résultats probants. C'est une communication audiovisuelle et il faut croire et faire. Ça s'étale sur une certaine période et le résultat est probant. Il faut oser le faire. Parce que, à quoi on est confronté aujourd'hui? À Niamey, les accidents. Oui, à l'extérieur, il y a l'état de la route. Oui, pour la vétusté de nos véhicules, parce qu'on achète
tous les véhicules qu'on achète, à 99%, c'est des véhicules de plus de 10 ans. Parc automobile vieillissant. Oui, parce qu'on est pauvre, non? On est pauvre. Ça, c'est le plus gros problème à résoudre. Mais à Niamey, les parents, tu as volé de l'argent, tu t'es fait de l'argent par le biais du parti politique et tout, tu donnes la voiture, une 4x4 V8 à un enfant de 17 ans, à un enfant de 15 ans, qui va écraser les gens qui sont tout simplement assis. Non, ça c'est un. Ça c'est un. C'est des choses vraiment qu'il faut nécessairement éviter. Le parent, tu es responsable de ton enfant. Tu as la responsabilité de ton enfant, mais tu es responsable de ton enfant. C'est à toi de ne pas faire des choses comme ça. Ça, c'est un. Pour ce qui est de l'état de la route, ou pour notre impatience au niveau des feux optiques, au niveau des ronds-points, tout ça, c'est des comportements qu'il faut bannir. Voilà. Mais par la sanction, comment on appelle, la pénalité, on ne peut pas régler. Le gouvernement doit s'asseoir convenablement, opter pour un changement, une communication pour le changement social de comportement, et ça marche. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 47 radios et 6 télévisions partenaires pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi du tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa et dimanche, le forum en Zarma. Merci à la technique, régie son assurée par Mustafa Ayouba, et à la réalisation Issa Alawali. Merci, au revoir.